Bonjour, vous écoutez ou vous regardez votre podcast BD préféré, le seul qui passe à la télé. Alors aujourd'hui, c'est exceptionnel, on a un invité d'un des maîtres du 9e art, Enki Bilal, bonjour. Bonjour. Il paraît qu'il n'y a plus de science-fiction, que ça n'existe plus. Oui, c'est mon point de vue, mais ça n'engage que moi. Alors on peut dire qu'il y aura il y a toujours un futur, donc le futur, on peut considérer que c'est de la science-fiction d'une certaine façon, mais quand on a mis les pieds dans ce qu'est notre réalité d'aujourd'hui, qui était donc la science-fiction d'il y a 20 ans ou 30 ans, et je ne parle même pas de plus, on y est, on la vit, on vit ces moments qui nous faisaient peur ou qui nous faisaient rêver, on est dedans. Donc c'est pour ça que je dis simplement le terme science-fiction me paraît aujourd'hui un poil galvaudé ou un poil. C'est peut-être aussi le moyen pour certains de ne pas vouloir affronter l'imaginaire. De ne pas vouloir reconnaître que l'art peut aussi être prospectif. Il y a toujours ce côté un peu négatif dans la dénomination de science-fiction ou en général de littérature de genre. Voilà. C'est comme le polar, c'est comme la science-fiction. Mais non, je considère que la littérature d'aujourd'hui, c'est de la science-fiction. Alors là, on nage dans la science-fiction parce qu'on est dans une très très belle librairie, une des plus belles librairies de France, chez Samuel, la librairie Bulle au Mans. Bonsoir. Merci Samuel de nous accueillir. Merci d'être là déjà. Merci à Enki d'avoir accepté aussi cette forme de lancement. Invité, ouais. Et aussi d'être là, pas simplement que pour ce lancement de cet album, mais aussi moi ce qui m'intéressait c'est d'avoir concocté avec Enki, avec les gens de la ville, aussi quelque chose d'important et qui me semble important dans l'univers et dans l'œuvre d'Enki, ce débat un peu participatif duquel nous sortons, ce débat tourné vers l'économie, mais l'économie plutôt écologique, et d'avoir le regard d'Enki au milieu de ces spécialistes, moi j'ai trouvé ça vraiment remarquablement intéressant. Et puis cette prise de conscience, comme on le disait aussi, de plus en plus forte, qui là aussi veut dire que ça n'est plus forcément de la science-fiction, tout cela est en train d'évoluer, et dans tout, moi j'ai l'impression, lecteur et libraire depuis maintenant 36 ans, j'ai vendu les premiers ouvrages de Enki, tout ce qui était du domaine de la politique, de la géopolitique, de l'économie, était déjà peut-être pour moi déjà un peu présent. Et on voit cette évolution aussi, et c'est ce que je disais aussi à Enki tout à l'heure, c'est de retrouver une narration qui m'a complètement chamboulé. Alors effectivement Laurent, oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour à vous. On est là pour le tome 2 de Bug. On est là pour le tome 2 de Bug. Donc là, je vais pas écorcher le nom, parce que d'habitude j'écorche les noms, mais là je vais y arriver. Mais je suis ravi, Samuel, de ce que vous venez de dire, parce que j'aime beaucoup quand la bande dessinée, et c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, est traitée comme les sujets de fond qu'elle aborde. Voilà, plutôt que de dire, voilà, c'est des images qui vont traiter un sujet effectivement un peu délicat, mais parlons des images. Non, aujourd'hui, alors c'est vrai qu'il y a l'essor de la BD reportage, peut-être plus de la science-fiction, mais qui donne cette envie aux gens d'aller beaucoup plus loin dans les thématiques qui sont choisies par les auteurs, non Non, on est dans l'âge de la maturité, de la liberté aussi, c'est ça qui est très important. En plus, il y a des variétés incroyables de graphisme, de ce qu'on appelle le roman graphique. Je ne sais pas si le terme est parfaitement adapté, mais en tout cas, on voit que toutes les techniques sont employées, tous les langages sont utilisés. Donc c'est une vraie... je pense que dans le domaine de l'édition, le secteur de la bande dessinée est l'un des plus sains actuellement. On sait que la difficulté qu'ont les libraires aujourd'hui, la lecture est en danger, il faut le reconnaître. Bien sûr, c'est vrai. On sait déjà, les médias, la presse écrite souffrent énormément. Donc la bande dessinée est sans doute le secteur qui porte le plus. C'est pour ça que bravo encore une fois d'organiser tous ces événements autour de la bande dessinée. Et la création n'a jamais été aussi importante, elle n'a jamais été aussi forte, puissante. Moi j'ai ouvert en 82, je ne vais pas dire que je m'ennuyais, mais franchement il y avait une famille, une grande famille. Aujourd'hui ces familles sont diverses, elles sont plurielles, elles sont vraiment, moi je trouve d'une richesse invraisemblable. Et évidemment on pourrait parler de toute cette profession des auteurs aussi qui peut-être souffrent un petit peu de cette surproduction, bien sûr. Mais de cette surproduction il en sort tellement de choses, tellement que moi encore une fois au bout de 36 ans je ne suis pas rassasié, et je vois
cette création Mais encore remarquable. une fois, on s'aperçoit que aussi vous- que la surproduction, ça a été aussi un développement d'un certain nombre de niches éditoriales qui ont permis à un public d'aller trouver la bande dessinée. Donc Complètement. c'est parfois que la discussion autour de cette notion de surproduction est toujours très Toujours complexe. très Et le complexe, fait oui, que oui. vous, libraires, continuez à exister et à vendre, c'est la preuve que tout le monde trouve sa place finalement. Complètement. Ouais. Et puis, parce que nous avons aussi un législateur qui a légiféré voici bien quelques sûr. années en disant il y a une loi sur l'exception culturelle dans laquelle le livre va trouver sa place et qui fait, on sort d'un débat économique tout à l'heure, et bien ça veut dire que là, on a protégé toute cette création et toutes les chaînes, tous les maillons de cette C'est chaîne ça, qui absolument. font qu'aujourd'hui, cette création, elle existe, elle est très forte. On se réjouit, et puis alors donc on se réjouit de la parution du tome 2 de Bug. Alors resituons le tome 1, on perd toutes les données, c'est ça hein Parti du principe qu'Internet disparaissait. C'est terrible Pas ça, parce qu'on y seulement pense tous les Internet, jours de pas, ça. pas seulement Internet, tout ce qui est virtuel, tout ce qui est en fichier sous forme de fichier. Donc Internet, oui, bien sûr, mais aussi toutes les clés USB, tous les codes secrets, le nucléaire, tout ce qui marche avec le virtuel, avec le numérique, les avions en vol, les ascenseurs en panne, enfin bon bref. C'est une table rase gigantesque et définitive, apparemment définitive, qui arrête totalement la planète. Je veux dire, la planète est arrêtée dans un élan et il y a une espèce... Si j'avais traité de manière réaliste un sujet comme ça, on aurait eu droit à un chaos absolu. Ah oui, totalement, oui, bien 24 sûr. heures, 48 heures maximum, Oui, c'était une horreur. Ouais. Donc il est évident qu'il est hors de question de traiter un sujet comme ça, c'est le tuer, hein, de traiter avec réalisme. Donc je suis parti sur l'aspect humain, à travers effectivement une jeune fille qui attend le retour de son père. Et c'est là que, en fin de compte, tout le monde est concerné parce que on est tous addicts, sans Oui. le vouloir, Eh on oui. est tous Alors, pris dans mais cette on a espèce vu, de machinerie qui nous... Ouais. qui nous broie et qui est le danger est là. La Déjà- question de la mémoire se pose, évidemment, elle est en filigrane, il y a beaucoup Voilà, de questions c'est qui ça. sont derrière ça. Voilà. Alors l'humain a toujours été au cœur de votre œuvre. Ça c'est quand même un principe de votre travail, de toujours placer l'humain. L'humain, au cœur du effectivement, travail. l'humain, alors victime de systèmes politiques, de dictature, l'humain victime d'obscurantisme religieux, l'humain victime de la vengeance de la planète. Hein, qu'il remet à l'épreuve, ça c'était la série précédente. Et puis effectivement là, ayant épuisé les sujets du religieux, je suis allé assez loin là-dedans. Donc j'avais envie tellement de me poser la question de ce qu'était notre futur, sans me dire qu'est-ce que sera la On peut science-fiction. Donc montrer c'est pas ça. l'intégrale de Qu'est-ce que Monstre. sera sûr. notre Oui. futur à partir d'aujourd'hui? Donc voilà, j'avais sans doute mon iPhone dans la main et je me dis, bon, ce truc-là, il prolonge la main, mais malheureusement, il commence aussi à prolonger le cerveau. Et ça devient plus délicat et c'est comme ça qu'est née l'idée du bug. Alors on voit déjà les conséquences qu'ont un simple bug électrique au Venezuela, par exemple, c'est déjà terrifiant. En 2-3 On est dans jours, la réalité, tout est- là. là, on est Il y a eu un totalement bug dans ça. électrique de René Barjavel avant, il y Oui. a très longtemps. Hein. Mais j'y ai pas pensé en faisant le mien, en tout cas. Voilà. Mais en tout cas, c'est un clin d'œil à Et René alors Barjavel. là, on se retrouve avec une personne qui détient tout le savoir humain. Alors forcément, source de convoitise de tout le monde. Bien sûr, mais alors comment il le détient c'est évidemment à l'insu de ce personnage qui revient de Mars, une exposition martienne qui revient, et à bord du vaisseau qui tourne en orbite autour de la Terre, il n'y a qu'un survivant, tous les autres sont morts, les autres membres de l'équipage sont morts, ils ont tous un trou ici au niveau du cou, et lui aussi, mais lui il est vivant. Donc une question de compatibilité on imagine, il est vivant et il est porteur d'un organisme, on va Oui. dire alienesque, Voilà, hein, oui. bug. Oui. Le terme, d'ailleurs, quand l'idée m'est venue, ça s'est fait en 3 secondes. Hein. Bug, j'ai pensé évidemment au bug numérique, technique, Oui. mécanique. Ensuite, aussitôt, je pense au terme anglais, bug, qui est bestiole, insecte, etc. Et je pense à alien aussitôt. Je pense que 2-3 jours avant, j'avais dû lire un papier sur Elon Musk qui nous promettait la conquête de Mars dans les 10 ans, 15 ans qui viennent. Et ça, une espèce de contraction des trois. L'alien, un homme qui porte cet alien, qui revient sur Terre, et le bug. En fin de compte, le bug, ça maintenant on a compris, hein, je pense au bout de deux volumes, on a compris que le bug qu'il a en lui, c'est un disque dur. Et c'est lui qui a aspiré C'est lui toute qui a la... aspiré. Donc tout ce qui a disparu, tous les fichiers qui ont disparu à la surface de la planète, dans toutes les clés USB, dans tous les smartphones, etc., tout se trouve dans ce petit bug. Et Oui. Hobbes, le personnage,
Oui. Il y a accès. Inspiré on comme découvre- Il y a un accès. vampire. Voilà, c'est alors lui c'est ça. qui- voilà. Dans le tome 2, on découvre notamment l'origine de cette fameuse tache bleue. Voilà, et Voilà, on c'est ça, retrouve absolument. le bleu. Quelle est la signification de cette couleur dans votre travail, Anki? Parce que le bleu, ça fait très longtemps. Je vais vous surprendre, on m'a jamais posé la question. C'est bah voilà, dingue, hein. bah C'est tiens. incroyable. C'est absolument incroyable de venir au Mans pour s'entendre parler de bleu. Non, en fait, ma réponse elle est simple. Je vais citer deux exemples de bleu. J'oublie la femme piège qui est emblématique. J'aurais pu la citer, mais je la cite en premier d'ailleurs en disant que le bleu de la femme piège n'est pas décoratif, c'est organique. Ses cheveux sont C'est sa réellement couleur de bleus, cheveux. ses pilosités sont réellement bleues, ses tétons sont vraiment bleus, donc on est dans quelque chose de tangible, de réel. Il n'y a pas d'intervention humaine là-dessus. Ce que je voulais citer, c'est le bleu d'Antico Moon, mon deuxième film, où un dictateur joué par Michel Piccoli a une tache bleue au niveau du cou. Cette tache bleue, c'est la malédiction, c'est la maladie, c'est malsain, c'est inquiétant. Et d'ailleurs, toute la famille de ce McBee est touchée par cette tache. Donc ça a un sens très très négatif. Dans Bug, c'est tout le contraire. On ne sait pas encore, mais cette tâche ne va pas être négative du tout. Elle sera même plutôt bienveillante et elle aura un sens vraiment très important. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une seule explication. Sur une couleur. Voilà. Mais par contre, c'est au lecteur de sentir ce qu'elle veut dire, cette tâche. Et il va la sentir en lisant, voilà. Tout comme il a senti en voyant le film. C'est pas un tic, hein, ce serait très négatif de dire ça. C'est une forme de signature. Voilà. C'est une signature esthétique aussi, mais qui a du sens et qui produit du sens. Et comme ces récits, bien que classiques dans leur facture, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils sont quand même extrêmement elliptiques. Hein, c'est des ellipses extrêmement abyssales parfois même. Hein. On passe comme ça d'une scène, le père, la fille qui se retrouvent, et puis tout d'un coup on est propulsé dans l'espace, on tourne la page, on est dans l'espace avec une nébulosité bleue autour de la Lune, etc. Donc je pense que le lecteur travaille beaucoup en lisant, mais en même temps il le travaille avec plaisir, c'est ce que je note pour l'instant. Et il fait un travail que je n'ai pas fait moi, mais que je lui suggère de faire. Voilà. Je pense que parmi mes albums, c'est les plus elliptiques, je crois. Parce que le sujet, justement, passe de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et que si j'avais dû développer ça de manière harmonieuse, si j'avais pris le temps de le faire, je pense que ça aurait gâché la dynamique, ça aurait gâché le rythme. C'est quoi? C'est et l'envie l'aspect d'instaurer compact. une relation particulière avec le lecteur, justement, qui va devenir très actif dans la lecture? Mais non, c'est parce que je suis mon premier lecteur dans cette histoire. Oui. Donc moi je veux que ces ellipses soient efficaces, je veux y croire et je veux que ça aille vite. Voilà, donc je veux que le passage entre une focale très courte et une focale très très longue soit radical. Et évidemment, dans ce passage entre ces deux focales, il y a énormément de choses. Alors avant que le père retrouve sa fille, elle se fait enlever quand même, cette fille. Oui, bien sûr. Bah non, mais c'est la première chose que l'on ferait si on savait que quelqu'un devenait tout d'un coup extrêmement précieux. On va se dire, on ne sait pas où il est, on ne sait pas où il existe, où il se cache, pardon, on ne sait pas qui il est exactement, mais voilà, sa fille ou sa femme, et ben voilà, on prend sa fille, monnaie d'échange, on va essayer d'arriver à lui et on va dire j'ai commencé par quelque chose d'assez doux, hein, parce qu'il y a affaire quand même à des tocards, et des drôle, mafieux, parce qu'on est dans un il faut détendre l'atmosphère. Et donc, ces deux volumes posent un peu pose à la fois les personnages, pose la situation. Il fallait un deuxième volume pour asseoir cette idée de Bug, hein, parce que le premier est assez dense, où effectivement j'énumère à un moment donné les conséquences immédiates, brutales, les avions qui s'écrasent. En fin de compte, en deux ou quatre pages, j'arrive à une quinzaine de millions de morts, vraisemblablement, donc c'est horrible. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je fais une espèce de séquence très simple avec une lévitation, un type qui est en lévitation de Central Park, donc ça détend l'atmosphère. Mais en tout cas, voilà, cette densité-là, elle est comme infusée de manière plus douce dans le deuxième volet. Mais en tout cas, je pense que maintenant, le lecteur sait. Et moi, j'avais besoin aussi de 2 volumes pour m'installer dans la thématique. Dans le 3e, le 4e et le 5e,
Donc j'annonce. Donc, voilà, donc on donc, sait il y aura que 5 voilà, volets. il y aura 5 Donc volets. ça vous évite de me poser la question tout à l'heure, j'imagine. Elle était prévue, mais bon, tant Elle pis. était prévue, mais voilà, je suis désolé, j'ai Vous raté n'aviez pas le lu bleu. toutes les interviews. Enki l'avait déjà La dit et question sur le formulé. bleu hein. ayant été posée, je Mais voulais oui, ma voilà. revanche. là. J'ai bien compris. Et donc, non, donc en fait, ce qu'il faut, c'est maintenant, je pense que Hobbes prend seulement maintenant conscience du pouvoir qu'il a. Oui. Et il commence en même temps à échanger avec son bug. Donc ça va être assez intéressant à traiter. Et puis surtout, je pense que maintenant, il va avoir affaire à une autre dimension que celle des tocards vénitiens et corses. Parce que là, il va avoir affaire à des méchants ou à des gens qui veulent vraiment avoir la mémoire, récupérer ce qu'il a en lui. On a déjà un personnage qui est assez terrible, qui est ce personnage qui court après sa fille. Oui. Le personnage Amine. Mais Amine, bon, le problème est réglé. Oui, mais... Amine, le problème est réglé. Non, mais il y a alors, déjà ces personnages voilà, méchants qui apparaissent. Enfin, pour moi, il n'est pas méchant, c'est une victime de trop de manipulation, de trop d'auto-implants. Il se fait des auto-implants. Il y a des gens qui font ça déjà. Donc en 2040, et ce type-là, je pense qu'il est extrêmement sensible. Au départ, je voulais en faire un fiancé pour Gemma. Et au bout d'un moment, ce qui prouve que j'ai évolué avec mes personnages, avec la narration, au bout d'un moment, il m'est apparu assez insupportable, je ne sais pas pourquoi. Et peut-être qu'il m'a rappelé physiquement un personnage que j'avais dessiné dans mes albums avec Christin. Est-ce que vous vous souvenez dans La Croisière des Oubliés, Le Vaisseau de Pierre, La Ville qui n'existait pas et Phalange de l'Ordre Noir. Ce type grand avec des cheveux longs, là. Des machins, voilà, qui est là. Voilà, je peux le montrer. Les gens d'aujourd'hui, les premiers travaux. Et ce type-là nous était vraiment, à un moment donné, sorti par les trous de nez à Pierre, Christin et à moi. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Il nous devenait insupportable, littéralement. Et on l'a pas éliminé, mais on l'a empêché, par exemple, d'entrer dans notre dernière histoire, Partie de chasse. Il essaye d'entrer un moment dans l'histoire, dans une gare en Pologne, quelque part. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une case, simplement il essaie d'être là, et puis non, il est éjecté dehors. Et donc voilà, on n'a plus jamais dessiné. Et là, en dessinant ce Amine dans le premier volume, il m'a fait penser à lui. Alors, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, j'en ai fait plutôt un type qui n'est pas méchant, mais qui est, avec le bug, tout ce qui devait le maintenir dans une forme de santé mentale, est en défaut. Donc il commence à être totalement déséquilibré par la faillite du numérique. C'est-à-dire qu'une part de son corps était numérisée et fonctionnait au numérique. Alors 5 albums, mais j'ai entendu dire également qu'une série télévisée se mettait sur pied. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout de même pas 2 albums, puisque le second vient de sortir, la création avec comment dire, un producteur, avec un réalisateur, s'était déjà engagé. Il y avait déjà eu un travail de fait, ou alors c'est suite au volume 1 et vraiment à la lecture de ce volume 1 que tout cela s'est mis sur pied. Absolument, c'est suite au volume 1. En le faisant d'ailleurs, moi j'étais persuadé que c'était un sujet de série, réellement. Et j'étais surpris que, par exemple, les Américains... série audiovisuelle. Oui, absolument. Avec acteurs, c'est pas de l'animation, non, c'est une vraie série filmée. Et moi je me disais, mais c'est bizarre que personne n'y ait pensé. Et alors, au moment où l'album est sorti, on m'a proposé ça via Dan Franck, qui est un ami, qui est un grand écrivain, avec qui j'ai travaillé, y compris sur mon deuxième film, Tico Moon, avec Piccoli qui s'attache. Donc Dan n'a pas été dépaysé en retrouvant une tache bleue dans Vogue. Mais en tout cas, et là, évidemment, France Télévisions a trouvé ce projet fascinant. C'est assez beau d'imaginer que France Télévisions s'intéresse tout d'un coup à la science-fiction. Ils appellent ça de la science-fiction, mais ils n'ont pas tout à fait tort, parce que pour eux, c'est vraiment ça. Et on a trouvé un producteur très très motivé. Donc voilà, on est en train d'écrire avec Dan, on adapte. Et alors là, le truc qui est la question sous-jacente, là aussi, c'est comment on mène de front 2 écritures pareilles, et surtout 2 albums en bande dessinée, ça met quand même 4 ans, 3 ans et demi. Oui, bien sûr. Et on a déjà écrit la première saison. Ça va être Game of Thrones.
exactement. Oui, parce que la saison 8 bien sort sûr, avant bien que sûr, le bien dernier sûr. bouquin sort. Donc vraiment très très vite, on est parti sur la thématique, ça c'est évident, on garde la thématique, on garde les personnages principaux et on lance le truc et très vite, la série prend une autre route qui est la route de l'écriture simplement, cinématographique ou même série, ses voisins, où on s'attache aux personnages, où on développe leurs relations, où précisément il n'y a pas toutes ces ellipses que j'ai évoquées juste avant. Et donc ces ellipses, il faut les combler. Parce qu'au cinéma, quand on regarde, ou une série, on ne peut pas les faire les ellipses. Il faut Pas les mêmes, le spectateur est passif. Oui, absolument. Hein, moi j'adore regarder des séries, j'adore les films, même si c'est des sujets forts qui posent des questions importantes ou passionnantes, etc. On est quand même passif le temps de la diffusion. Bien sûr. C'est tout le contraire de la lecture d'un album. On n'est pas passif. Sans le savoir, on travaille énormément pour combler les ellipses. Quand il y en a même. Et donc ça c'est très vite, au bout de 4 séances, on avait dépassé avec Dan l'état de mes 2 premiers albums. Donc j'étais parti ailleurs. Et c'est très bien comme ça, parce que j'avais peur à un moment donné de devenir complètement schizo, à me partager entre les 2 écritures. Et finalement ça se passe plutôt très bien. Voilà. Et ce sera réalisé par qui? Par vous? Non, moi je veux pas réaliser. En plus j'ai un autre projet de film qui lui aussi est en train de devenir série que je réaliserai. Voilà. D'accord. Qui est qui est en train de devenir série et qui est un sujet original, mais vraiment très fort, un magnifique sujet. Et donc je pense que je le tournerai peut-être en même moment que se tournera la série. Donc. Mais je serai quand même showrunner, c'est un terme qui vient évidemment des États-Unis, showrunner de Bug. Et là, je pense on est en contact avec un très bon réalisateur, un jeune réalisateur. Il faut savoir qu'une série de 52 minutes, par exemple un épisode de 52 minutes, c'est, même quand on a des moyens, même avec Canal+, c'est 10-11 jours de tournage. Oui, c'est un truc de folie. Moi, j'ai fait déjà 3 films. C'est pas du tout le rythme du cinéma. C'est un truc de. Donc, moi, j'ai pas envie d'entrer dans ce jeu-là. Ouais. Mais là, il y a une énorme préparation, j'imagine, quand même, de décors. En même temps, il faut écrire en pensant budget. Budget, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est intéressant. Précisément, moi, dans l'écriture cinéma et séries, ce que je trouve intéressant, c'est précisément les contraintes. Moi je plains finalement les Américains quand ils font leurs blockbusters, puisqu'ils sont dans le truc totalement inverse. Ils disent qu'est-ce qui n'a pas été fait encore, qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu comme effet, etc. Ça doit être extrêmement chiant à faire. Là, ce qui est très bien, c'est de se dire bon, on peut pas se payer ça, c'est pas plus mal, on va trouver autre chose et on va trouver quelque chose de plus simple. Voilà. Et ça, c'est passionnant. Bien sûr. Ça fait plaisir de voir que vous retournez. Enfin, vous n'avez pas abandonné le cinéma. Ah non, j'ai un projet. Mais non, j'avais un projet qui avait failli aboutir. Animals, qui était c'est bizarre de dire qu'on est fier de son scénario, mais je ne l'ai pas écrit seul. Je l'ai écrit avec 2-3 personnes. Il y a plusieurs et c'était un super sujet, mais trop cher, et puis le producteur actuel en plus. Mais puis la production qui devait le faire n'a pas eu un succès avec un autre projet précédent suffisant, et donc voilà, c'est les aléas c'est classique ça. Alors parlons quand même un peu technique, parce que maintenant vous êtes connu pour faire des petites planches. En fait, vous faites une véritable mise en scène cinématographique, du montage, voilà, c'est ça que j'allais dire, pour faire ces bandes dessinées maintenant. Non, c'est plus simple que ça. Vous les faites pas dans l'ordre? Non, pas forcément. Non, je découpe quand même. Je fais des croquis rapides, mise en place, par exemple de 2 pages face à face. Il faut quand même tenir compte du vis-à-vis quand même, pour que ce soit harmonieux. Et à partir de là, je traite chaque image, chaque case indépendamment. Donc il n'y a plus des planches constituées, parce que ça vraiment, j'en avais marre de tracer des cases, j'en avais marre de dessiner des phylactères et de peindre autour, parce qu'il faut contourner le phylactère avec la petite bulle, le petit machin, la petite languette, la petite flèche. C'était insupportable. C'était insupportable. Et puis surtout, parfois je me disais, mais c'est con, cette image-là, j'aurais dû la mettre après l'autre, ou je me dis j'aurais dû faire un plan plus serré là. C'est trop tard, c'était fait. Donc, et il y a un moment vraiment où je me suis dit où je continue ce métier, mais je peux pas continuer avec cette technique là. J'étais vraiment. Et alors,
tout naturellement, je me suis dit, mais comment sauter l'étape, par exemple, de l'ancrage? Je me suis dit, mais je fais une photocopie d'un crayonné et j'ai tout d'un coup donc je fais la photocopie sur un vrai papier qui me convient de dessin, je fais un croquis préparatoire, je fais une photocopie, et là je peins directement et ensuite je dessine, voilà. L'intérêt de ça, c'est que je me retrouve avec par exemple 3 ou 4 ou 5 cases maximum par planche et je les monte ensuite par ordinateur. C'est la seule fois où je me sers de l'ordinateur, ce qui me permet de parfois recadrer, parfois donc ce que je dis comme un montage de film, d'intervertir finalement deux images en disant ça marche mieux comme ça, et puis d'écrire directement dessus. Mais il n'y a plus de planche originale. Voilà. Donc il n'y a que des originaux. Il y a des images originales. De différents formats en fait. Absolument. Et qui ont évidemment un très grand succès parce que voilà. Et c'est fascinant. Non mais ça préserve puis c'est revoir son travail, c'est aussi une fraîcheur dans le travail qui persiste. Qui persiste, Et ça vous permet de les faire dans n'importe quel ordre finalement. Non, non, il y a quand même un minimum de cohérence. Non, et puis par cohérence, j'ai besoin de dérouler le truc. D'accord. Ouais, quand même. Mais d'avoir envie de travailler autrement, parce qu'au bout de tant d'années aussi, c'est de se remettre en question, c'est de revoir un petit peu tout ça d'une façon aussi, une création. Je ne vais pas dire totalement différente, mais qui vous donne encore envie d'aller de continuer. Oui, mais c'est ça qui m'a fait exactement ça. Je me suis créé un terrain de jeu nouveau. Voilà. Si je n'avais pas trouvé, j'aurais arrêté l'ancien terrain de jeu, je l'aurais laissé tomber. Et moi, je trouve que ça se sent. Ça se sent sans doute. En plus, j'imagine que Enki Bilal, c'est une star au niveau de librairie. Là, le fait de venir, ça va amener combien de personnes? 500 moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir à nouveau, c'est pas à nouveau, mais c'est d'avoir envie aussi de me battre. On dit toujours, on préfère peut-être se battre pour des jeunes auteurs, des auteurs moins connus, parce que la création est peut-être plus difficile, le succès commercial est peut-être difficile. Là, on a envie, toute l'équipe, de se battre pour cet album. Et sans penser que c'était Enki Bilal, sans penser que c'est une star, comme tu peux le dire. Mais voilà, peu importe, on s'en moque. C'est la création qui compte, c'est le sujet qui compte, c'est la manière, évidemment, de créer tout cela. Et ben, voilà. Un discours, il y a un vrai discours, création, tout à fait. Et ça, je trouve que nous aussi, on l'a ressenti et on a envie de faire rejaillir cela sur les autres. Merci, ça me touche évidemment beaucoup. Et en même temps, c'est très agréable de se dire qu'on partage quelque chose. On partage des questionnements. Parce que finalement, c'est un récit qui est un prétexte finalement à peut-être passer un bon moment. Donc il y a une forme de narration, il y a un côté polar, etc. Mais le prétexte caché, c'est de se poser des questions sur ce monde qu'on est en train de fabriquer, ce monde, ce téléphone par exemple, c'est un emblème de ce monde, sans doute, parce que on l'a dans la main, il prolonge la main, mais il est directement connecté au cerveau. Donc il prolonge. Et là, c'est intéressant de se dire, voilà, que fait-on on lui confie tous les numéros de téléphone. Restons là-dessus, c'est simple. Tous nos numéros de téléphone sont dedans. Et on en connaît par cœur combien? 2. Moi, j'en connais 2. Bien sûr. Ah, c'est fini maintenant. Avant, j'en connaissais beaucoup plus. Avant. Et puis surtout, avant, on avait le carnet de papier ou le filofax, qui était un assez élégant objet. Maintenant, c'est terminé. Donc, et moi, le premier, Alors, est-ce qu'on ne fait pas trop confiance? Est-ce qu'on ne remet pas souvent au lendemain en se disant je mets ce truc-là, je le lirai, je le mets dans un fichier là? On se fait des fichiers, des documentations. On fait des dossiers, super. J'ai ça là, je sais que je vais pouvoir le consulter, mais je ne le consulte jamais. Et puis à un moment, tu fais la connerie et tu l'effaces. Au revoir. C'est pas grave. Je crois que c'est sur ce questionnement. On va être obligé de s'arrêter là. Bien sûr, il existe des versions grand format. Des versions grand format qui sont très belles aussi, qui permettent d'avoir encore une autre vision de lecture. Dernière quand même petite question, pourquoi avoir opté pour ce format plus petit d'un point de vue commercial, c'est-à-dire l'album le plus proche du grand public, on va dire? Parce que moi j'ai trouvé le format intéressant par rapport au récit, au thème et à la façon dont je traitais le thème. Il y a une compacité, je parlais d'ellipse. Il y a une compacité dans le récit, c'est dynamique, c'est assez tendu. Et je trouve que ça. Et en plus, je considère, quand je dis ça, on me dit mais non, c'est pas du tout ça. Je considère que pour l'instant, ce sont des albums qui sont peut-être moins spectaculaires graphiquement que certains précédents.
Et ça, du coup, voilà, je pense que cet album n'a pas besoin de grandes images, enfin de grandes pages. J'ai l'impression qu'il y a une réelle adéquation dans voilà, ce côté compact qu'on a en main. C'est un peu, il a quelque chose de numérique en fin de compte. C'est comme si c'était un objet numérique. Ben voilà, Alors voilà, un objet numérique. découvrez le deuxième volume de Bug. Anki Bilal, merci, c'était un vrai plaisir, un vrai honneur de vous recevoir dans l'émission. Samuel, merci pour l'accueil. Nous partons. On reviendra. Ah ben, j'espère bien. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet, il y a tout de noté sur trait-pour-trait-bd.fr. Allez, à bientôt. Beaucoup. Ciao, ciao. Au revoir. Merci, au revoir.